Salut Maxime. Salut Charles, tu vas bien? Mais écoute bien, merci pour ton invitation. Il fait chaud. Ouais, je t'en prie. Les amis, les toqués du tic-tac Les scratchés du boîtier. et autres amateurs d'objets qui font tic-tac en tout genre, merci d'être là. Ouais, merci à vous d'être là, merci à toi d'être là aussi. Donc ça fait plaisir de faire à nouveau une émission avec toi. Vu que vous étiez en plus assez nombreux à demander quand est-ce qu'on allait refaire ça. Donc ça y est, le jour J est arrivé. Bah écoute, c'est avec grand plaisir Maxime, je te remercie pour cette invitation. Mais qu'est-ce que tu portes aujourd'hui, dis-moi? Je vois que tu as une étrangeté à ton poignet. Une étrangeté. Là, c'est une Ellipse Mac 1 de chez Restrepo. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, il y a une vidéo déjà sur la chaîne. J'avais pu tester déjà une de ces montres, un joli chrono. Donc là, c'est l'Ellipse Mac 1. Et si vous allez regarder un petit peu sur son site, vous verrez que l'Ellipse Mac 2 Swiss Made est actuellement du coup disponible pour les commandes et tout, donc voilà. Et toi, qu'est-ce que tu portes? Écoute, à ton avis, étrangement une Nomos, un peu particulière, parce que ça c'est une édition spéciale qui a été faite exclusivement pour le marché asiatique. C'est la U2, donc U pour université. Donc elle est, moi j'aime beaucoup, je pense que tu montreras les photos. Elle a un cadran noir avec un sous-compteur petite seconde qui est un peu blanc ivoire. Et des aiguilles en or rose, quoi. Je trouve ça assez... Sympa. Bon, ça me fait penser que ma Nomos c'est bientôt là. Un peu... Ouais. Serais-tu influencé comme influenceur? Ouais. Non, bon, rassurez-vous, on va pas vous parler de Nomos aujourd'hui, même non. Si c'était une petite entrée en matière. Mais non, aujourd'hui, on a un peu envie de parler d'autre chose. Alors, j'ai peut-être un petit indice sur mon t-shirt. Et pas sur le tien du coup, mais bon. Pas sur le mien. Alors aujourd'hui, on va parler d'une marque horlogère que tout le monde connaît, Omega. Et entre autres, dans ma collection, j'ai la chance d'avoir deux vrais Omega et un hybride. Et une hybride, on va dire. Donc j'ai la chance d'avoir une Speedmaster Mark IV. Donc ce sont des speeds qui sont pas très connus du grand public. Le grand public se cantonne souvent aux Speedmaster type celles qui sont réellement allées dans l'espace. La Moonwatch classique, même si ça me fait rire un petit peu, parce qu'il faudrait quand même un jour expliquer aux gens que les montres qui vont dans l'espace sont des montres qui sont retravaillées par les horlogers. Les huiles sont différentes, les réglages sont différents, donc c'est très très différent. Mais j'ai eu un vrai coup de cœur quand je suis tombé sur cette montre. Mais dites dans les commentaires d'ailleurs si vous connaissez autre chose que la classique Moonwatch, parce que là en l'occurrence la Mark IV, bon, vous comprenez bien que si on parle de Mark IV, il y a eu Mark III, Mark II. Donc est-ce que vous connaissez un petit peu ces différentes montres? Est-ce que vous saviez d'ailleurs qu'il y en avait d'autres que la célébrissime, la Moonwatch Autant pour moi, voilà. À force de parler de Moonwatch, c'était pas prévu, mais bon, ça tombe bien. En même temps, si je parle de Moonwatch, c'est qu'il y en a une aussi. Mais du coup, c'était aussi l'occasion de faire cette vidéo avec Charles, du coup, qui est, comme moi, passionné de toquantes, de jolies montres, plus ou moins jeunes, peu importe en fait, tant que ça nous fait vibrer. Mais c'était aussi l'occasion de faire une petite vidéo pour parler collection Omega, mais pour changer aussi un petit peu toujours des mêmes modèles qu'on peut voir partout chez Omega. Donc là, on a deux et demi, allez, 3 spécimens Omega à vous présenter. Donc, comme tu l'as dit, si on a un Mark IV, c'est-à-dire qu'il y a eu une Mark III, il y a eu une Mark II. Il y a même une qui est un peu plus particulière, qui est la 125e, dont je t'avais parlé pendant un petit moment, qui est beaucoup plus massive, on va dire. Alors, pourquoi j'ai craqué sur cette montre? C'est son cadran, en fait, qui est ultra travaillé, qui est vraiment en 3D. Maxime a fait un beau shooting en macro, vous verrez le cadran. Donc, déjà, elle a une particularité. On est bien sur une Speedmaster, sur une série professionnelle, Mark IV, mais à l'inverse des autres Moonwatch, on va dire, Speedmaster, celle-ci, elle est automatique. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien? Je n'ai pas la réponse. On va pas rentrer dans le débat. On ne rentrera pas dans le détail. Elle est automatique. Voilà, une petite particularité que j'aime bien, c'est qu'elle a un sous-compteur d'indication des 24 heures. Et je trouve que quelque part, quand tu es dans l'espace, c'est peut-être pas si con que ça, parce qu'il fait nuit tout le temps là-haut.
Donc au moins... Même sur Terre, hein, finalement. Peu importe l'hémisphère, mais bon. Là, tu as une indication 24 heures qui est assez sympa. Puis il y a une petite particularité que j'aime beaucoup, c'est les aiguilles du chronographe superposées secondes et minutes. On n'a pas de sous-compteur pour les secondes, ni pour les minutes. On a juste un totaliseur d'heures, enfin demi-heure et heure, et aiguilles des secondes, aiguilles des minutes qui sont superposées, et ça je trouve ça vachement... C'est vrai que ça change par rapport aux autres speeds en fait, où là, il y a la date aussi, on a deux sous-cadrans et pas trois, la date en plus, petite particularité. Donc ça c'est une montre qui date des environs des années 70-75, assez difficile à dater, même avec le numéro de série, c'est pas si évident que ça. Ce que j'ai envie de vous dire, si vous êtes à l'affût de ce type de garde-temps, il faut faire super attention. Pourquoi ? Alors techniquement, ce sont des très bonnes montres, elles sont super fiables, très précises, mais on se retrouve avec des montres qui sont de plus en plus ce que j'appellerais merguez ou Frankenstein. Ouais. Frankenwatch. Frankenwatch, c'est-à-dire que tu as un cadran qui est repeint, des aiguilles qui sont plus les aiguilles d'origine, un mouvement qui vient d'une autre montre, bref, c'est un assemblage de pièces détachées. Ah, tu veux dire comme une certaine Omega qui aurait été vendue, rachetée là, par Omega ces derniers temps pour 3 millions Ouais, un truc un peu dans le genre, quoi. Un truc un peu dans le genre. Ouais. Donc c'est... faut juste faire attention à ça. Faire attention à ce qu'on achète. Mais c'est pas propre à Omega, c'est propre à toutes les marques, parce que maintenant, les montres, c'est devenu quelque chose... pour beaucoup, malheureusement, des investissements financiers, donc il n'y a même plus de passion, c'est juste des chiffres. Mais pour le vrai passionné, comme toi, moi et les membres de ta chaîne, faites attention, parce qu'il y a... Amenez-la chez un bijou, chez un horloger compétent qui vous l'ouvre. Une belle expertise, quoi. Qui a une belle expertise, qui vérifie bien que tout correspond bien. Parce qu'en fait, chez Omega, ce qui est assez passionnant, quand on s'y intéresse un petit peu, quand on rentre dedans, c'est fou le nombre de variantes que tu peux avoir, même sur la même année de production. Parce qu'en fin de compte, à l'époque, ils faisaient avec les pièces qu'ils avaient en stock. Il ne faut pas se leurrer. Ils avaient un boîtier de base, un mouvement, un cadran. Il y a un tas de fonds de boîte qui sont différents. Même les bracelets peuvent être différents. Et ce qui est bien, c'est de retrouver un truc qui est homogène. C'est ça. Alors moi, mon bracelet, comme vous voyez, il a vécu, quoi. Il a 50 ans. Donc il est un peu souple. Mais par contre, c'est son bracelet d'origine. Ouais. Ça, c'est sympa. C'est une montre que je porte peu, j'admets, je la porte très très peu, mais j'ai toujours un plaisir fou de la prendre en main, de la manipuler, je la trouve chouette, quoi. Ouais, puis ce qui est sympa en fait, c'est vraiment que ça change de ce qu'on a l'habitude de voir en fait. Ça paraît presque d'être une autre époque en fait. Mais quand tu la vois, tu as l'impression de voir un peu que c'est une montre pour partir à l'aventure. Moi, ça fait penser... Elle est vivante. Ouais, c'est ça. Voilà, et... Pendant très longtemps, j'étais vraiment tenté de m'offrir une Speedmaster, on va dire, beaucoup plus classique. Je suis allé les voir plusieurs fois, que ce soit à Paris ou à Strasbourg. Et je pense que c'était comme pour moi, on l'a trouvée fade, quoi. Je la trouve sans vie. Il manque quelque chose, quoi. Je la mets au poignet. C'est un beau produit, attention, le mouvement est top, la fabrication est exemplaire, mais voilà, pour moi, il manque un truc. Il manque le petit peps, quoi. Voilà, il manque le petit peps, je la trouve trop... ou pas assez. Voilà. Mais ça, moi je vous en prie, tout le monde change. Je dis à chaque fois, une montre, il faut aller les essayer. Il faut aller les voir en vrai, parce que des fois on craque sur des photos. Non, et puis en photo, c'est clairement pas la même chose, quoi. C'est pas la même chose, c'est pas du tout la même chose. Donc c'est dans ma collection, ça a été mon premier achat, on va dire, financier important, avec un budget important sur une montre d'occasion, tu vois, où j'ai franchi pas en me disant allez. Parce que c'est toujours plus compliqué, je trouve. Et en fin de compte, déjà, je l'ai acheté chez... comment ça s'est passé finalement un peu ton processus de recherche, mais aussi d'achat, quoi, du coup? Alors, comment ça s'est passé? Ça s'est passé par l'achat d'une autre montre, celle qui est ici, l'Omega Dynamic, que j'ai acheté chez Maxime, de chez Sam Lam, qui est en Rhône-Alpes, que j'ai découvert dans une vidéo de Delicious. Un gars qui fait des bracelets, qui fait également de la montre vintage en occasion. Et j'avais vu celle-ci sur son site qui m'avait fait craquer. On mettra le lien dans la description. Voilà, celle-ci qui m'avait plu sur son site. Et je pense que ça avait bien matché entre nous, on avait discuté un petit peu horlogerie, j'ai dit que j'aimais bien les speeds, puis un jour il m'envoie un petit message avec des photos pour me montrer la Mark IV. Je l'ai trouvé complètement dingue, on s'est donné rendez-vous à Lyon, on a bu un verre ensemble, il m'a montré la montre et
franchement, j'étais vraiment sous le charme. Et Omega, on a de la chance, c'est une entreprise qui a été très prolifique. Donc on en trouve encore assez facilement, que ce soit des dynamiques ou des Spin Master. Il y a un tas de monde chez eux, ça vaut vraiment le coup de s'y pencher, parce que pour l'instant on est sur des prix qui sont très très abordables. Si on prend une Omega dynamique, c'est globalement guère plus cher qu'une Swatch Omega. Ouais, c'est clair, on peut se faire plaisir, je pense, pour 300, 400 euros, 500 euros peut-être. Allez, avec moins de 500, tu peux avoir une très très belle montre avec un très beau mouvement. Quelque chose que vous allez pouvoir garder encore 20 ou 30 ans, voire beaucoup plus si vous l'entretenez. Avec des designs un petit peu qui... c'est un design un peu en ellipse. En ellipse, ça fait penser du coup à la Restrepo. C'était pas fait exprès, quoique, peut-être un peu. Peut-être un petit peu, ouais, on a réfléchi mais un voilà, peu quand même. C'est clairement un design qui est chouette, quoi. Moi, franchement, c'est le genre de modèle pour lequel je pourrais craquer aussi. Voilà, parce qu'il y a cette patte, en fait, ce et design, puis des aiguilles, tu vois, qui sont, on appelle l'aiguille des secondes, la Blue Jedi, qui est vraiment sympa, avec un secteur dial qui est sympa. Très typé 70s, mais qui revient franchement à la mode. Ouais, puis ça, ce modèle, la dynamique, il me semble, ça a été créé du coup, l'histoire c'est dans les fin des années 60, l'idée est venue je pense dans les années 67, et puis après ça a vraiment été distribué en 68. Tout à fait. Si je me trompe pas. Non, c'est moyen mémotechnique, 67-68, on est en Alsace, 67 c'est le Bas-Rhin, et 68 c'est le Haut-Rhin. Voilà, c'est comme ça qu'on travaille ici. Mais on est sur des montres sympas, puis qui étaient assez innovantes pour l'époque. Si tu ouvres le bracelet, en fait, on peut interchanger le bracelet d'une façon très très simple. Ça me fait sourire parce qu'il y a une marque française, je ne dis pas de bêtises, qui a fait des bracelets aussi interchangeables. Ça fait penser à ça, par exemple. Tout à fait, ouais. Donc là, en fait, on a un anneau derrière qu'on dévisse, et le bracelet, en fait, englobe la carrure de la montre. Et vous verrez sur les photos, j'ai également 2 bracelets en cuir, un qui est en marron, un qui est bleu, et on peut le changer très très facilement. Franchement, c'était super sympa c'est assez original, effectivement. Ouais, c'est original. Puis ça, c'est une montre qu'on peut trouver facilement encore, à un prix très abordable. Et en termes de précision, c'est juste dingue. C'est quand on se dit elle a 50 ans, voire plus, 55 ans, quasiment 60 ans. Et ça tourne bien, quoi. Ça tourne, mais c'est plus précis qu'une Seiko d'entrée de gamme d'aujourd'hui, qui vaut à peu près le même prix. C'est des choses différentes. C'était une autre époque. Ouais, c'est vrai. Là, l'ambition, c'est plus de vous montrer des montres un peu vintage qui soient aussi bien abordables qu'un peu moins, quoi, que ça reste assez abordable aussi. Mais de qualité en tout cas. Et de qualité, et puis vous parlez aussi, on peut avoir des montres anciennes, et puis on peut aussi avoir au milieu quelque chose d'un peu plus, en tout cas qui a fait beaucoup parler l'an dernier, la Moonswatch. Ouais. Nous, pour le délire, avec Maxime, on y avait été à Strasbourg pour le lancement de la montre. On était partis, on pensait assez tôt. On s'est dit 8 heures, ça sera déjà bien aller. assez tôt. Et puis on était loin d'imaginer qu'il y en a qui allaient camper devant. Il y avait 500 mètres de queue facilement. Ouais, un peu marseillais là. Ah, il y avait quand même du monde. Hein. Ouais, il y avait 100, 200 mètres de queue. Enfin, comme ça reflétait en fait un peu partout dans le monde, finalement. Voilà. De la folie et de la frustration à l'arrivée pour pas mal de personnes de ne pas en avoir, quoi, à cause des stocks. C'était une sacrée journée en fait, une sacrée matinée. On a rencontré plein de monde. C'était l'occasion de voir justement à la fois des passionnés et tout. Ça me fait penser du coup, dans la file en fait, on est tombé, on a discuté avec quelqu'un qui avait la vraie speed au poignet. Et ce quelqu'un en fait, on l'a à nouveau rencontré dans une file aussi, mais alors à Genève, au Watches Wonders, quoi. Comme quoi, des fois le hasard, c'est assez drôle, quoi. Ouais. Je sais pas s'il regarde la vidéo d'ailleurs, s'il est abonné, mais bon. Puis pour toi, jamais, ça permet aussi de rencontrer tes followers en fait. C'est important aussi pour toi que les gens puissent te rencontrer. Bien sûr. Et en fait, alors pourquoi j'ai acheté ça? Alors j'en avais déjà acheté une avant, Mission sur Terre, mais je l'avais acheté un peu, chose qu'il ne faut jamais faire, un peu par dépit parce que je voulais une Moonswatch et c'était la seule qui était dispo le jour où je l'ai acheté. En fait, je l'ai revendue rapidement et je l'aimais pas. Je n'aimais pas la couleur, je n'aimais pas. Et puis tu disais rien qu'en la regardant, tu la rayes en fait, donc. J'en ai racheté une autre, tu vois. Là, justement, je vais pouvoir en parler. Oui, parce que là, tu as pu peut-être choisir aussi à réfléchir et puis et te faire plaisir en fait. Ça dépend. Il y a tout un processus d'achat aussi, une réflexion, je pense, à se faire quand on achète ce genre de montre en fait. Déjà, il faut savoir ce qu'on achète. On va pas acheter une Moonswatch en disant tiens, je vais la refiler à ma fille ou à mon fils ou le jour où je vais mourir. C'est une montre jetable. Voilà, ça il faut le savoir.
faut savoir quand on l'achète, savoir ce qu'on achète en fait. C'est pas une montre, c'est une montre jetable, c'est une Swatch. C'est très bien fait. Moi, je vous conseille de lire l'article de chez Fratello. Ils avaient pu faire la visite un peu des usines aussi et ils en parlent donc un petit peu de comment ça se passe et c'est une montre Swiss made 100%, c'est pas fait en Chine, voilà, c'est vraiment fait en Suisse dans les usines quoi. Le processus de fabrication est vraiment ouf. Hein. On se dirait tiens, alors oui c'est très cher, enfin il est encore cher par rapport à quoi j'ai envie de dire. Est-ce qu'il faut l'acheter ou pas? Il n'y a que vous qui aurez la réponse. Moi, je trouve qu'elle est cool, elle est sympa. Par contre, faut juste se dire c'est une Swatch. Je pense que l'effet vibe de dire je vais la revendre 10 fois le prix, c'est terminé. Ça, c'était au début. Ouais. C'est terminé. Et c'est très bien. C'est très très bien. C'est une montre qui est faite pour être consommée. C'est peut-être son inconvénient. Par contre, moi, au niveau du cadran, je la trouve cool. Même si je la compare avec ma vraie vintage, franchement, c'est pas dégueulasse. Je pense que ça se complète à mon avis. Ça se complète. Celle-ci, alors elle se raille toujours, mais j'ai l'impression moins que la première que j'ai eue. Est-ce que maintenant qu'ils ont un peu plus le temps de produire, ils ont peut-être un correctif dans leur formulation, peut-être un correctif de la formulation des alites enfin, c'est quoi, c'est des alites, je pense. Ouais, c'est du plastique. Alors, je sais pas si les alites, si c'est un nom qui est déposé, si vous savez. Une sorte de plexi, ou quelque chose voilà, comme ça. En tout cas, c'est du plastoc, on va dire ça. Il y a le petit S de Swatch qui est gravé au niveau. Comme Omega le faisait. Comme Omega le faisait. Bon, c'est vrai que l'aiguille des secondes qui tourne en saccadé comme du quartz, c'est le prix tout simplement du quartz. Voilà, il y a pas d'autre chose. Ils font pas des méga quartz, quoi. Sinon, ça aurait été génial. Alors, il y a un petit truc qui est rigolo, c'est que là, on n'a pas l'aiguille des secondes, en fait, c'est les dixièmes de seconde. Hein. Hop, voilà. Moi, je la trouve sympa. À vous de trouver le modèle qui vous correspond. Il y a un tas de modèles. Oui, il y a quoi? Il y a une douzaine de modèles maintenant, là, avec la dernière Moonshine. Oui, tout à fait. Qui est très... Et compliqué à avoir. Qui est compliqué à avoir. Bon, en fait, globalement, c'est la même, sauf qu'elle a l'aiguille des secondes qui est dorée, en or, je sais pas. Qui est en or. Ouais. L'écart de prix n'est pas important. Si vous pouvez tomber dessus et qu'elle vous plaît, allez-y, faites-vous plaisir. Disons que c'est un achat qui ne va pas non plus vous ruiner, c'est déjà ça. Mais voilà, il faut vraiment avoir... c'est un achat en connaissance de cause, un achat et la porter en connaissance de cause, en fait, en se disant que ça peut très bien durer 1 an, 2 ans, 3 ans, plus, ou pas du tout. Après tout, on voit des Swatch qui ont des fois des dizaines d'années et qui sont encore en état. Hein. Moi, là où je suis assez surpris, donc je l'ai acheté ces Swatch à Strasbourg, donc je discutais un peu avec la vendeuse. Ce qui m'inquiétait, c'était l'étanchéité. Normalement, 5 atmosphères. J'ai dit la baignade, elle m'a dit non, vous pouvez vous baigner, il n'y a pas de souci. Il faut voir si c'est pas marketing, tout ça, quoi. Je pense que de toute façon, sur le nombre de gens, le retour va pas être si important que ça. Le bracelet, je me suis dit, il va s'abîmer vite, comment je fais s'il s'abîme? J'aurais posé la question, je me dis non, on a des bracelets en stock, ça vaut 20 € pièce. Donc ça, je trouve que c'est raisonnable. Avantage de Swatch quand même, c'est extraordinaire, c'est quel que soit le modèle que vous achetez, pas forcément une Moon Swatch, hein, les piles sont garanties à vie, sont offertes, sont offertes. Je sais plus comment ils appellent ça, mais ouais, c'est énergie garantie à vie ou quelque chose comme ça. Voilà, moi je trouve ça plutôt cool. Ce que j'ai envie de dire, c'est que aujourd'hui, un jeune ou un moins jeune qui a envie d'une speed et qui n'a pas moyen de s'acheter une speed, il peut se faire plaisir avec ça. Les proportions sont justes. Et puis qui sait, avec un peu de travail, un peu de chance dans sa vie, peut-être qu'un jour il aura envie de passer sur une vraie. C'est une vraie aussi, mais sur quelque chose de plus authentique. Sur une Moonwatch, quoi. Non, mais il y a plusieurs personnes qui ont commencé par en acheter une et qui sont passées finalement après directement chez Omega. Et je pense que c'était aussi ça un petit peu le but peut-être. Et pour l'avoir passée au poignet, elle est cool, oui, c'est sûr. Elle est sympa, quoi. Voilà, et puis moi elle a quand même un avantage. Celle-là, j'ai rafle le verre ou le boîtier. Tu pleures pas, quoi. Je pleure pas. Celle-là, si je commence à l'abîmer, elle est en super état, je vais commencer un peu à m'en vouloir. Déjà, elle n'est pas du tout étanche, hein, c'est comme toutes les speeds. Quand vous les faites réviser, retrouver des aiguilles d'origine, ça commence à devenir compliqué. Le cadran, on n'en parle pas, mais de toute façon, c'est des pièces sur lesquelles on ne va pas du tout changer ce genre de... Ce serait dommage. Ce serait dommage d'enlever la patine en fait, du temps. Là, vous l'abîmez, vous la faites voler, c'est pas la mer à boire. Voilà. C'est pas plus idiot que d'autres montres, j'ai envie de dire. Faites-vous plaisir, s'il vous plaît, allez-y, c'est sympa. Puis
si les autres vous plaisent aussi, n'ayez pas peur, il faut chercher. Moi personnellement, je partirais plus sur, pourquoi pas sur une vintage comme celle-là, T'as plein de montres vintage. La dynamique, elle est vraiment sympa. Très sympa, même si je prends d'autres marques. Tu as parlé il n'y a pas très longtemps de la Baltic MR01, qui est la seule montre à ma connaissance neuve à un prix aussi abordable pour un micro-rotor. Et si vous voulez vous faire plaisir avec une vintage, prenez une Universal Genève Paul Router. Une Gruen. Une Gruen. Certaines Hamilton. C'est Gruen ou Buren, qui sont associées avec Hamilton pour faire ce mouvement. Certaines vieilles Hamilton pneumatiques ont ainsi un micro-rotor. Alors, chez Paul Router, maintenant, la Universal Genève, ça commence à... Ouais. Là où je la trouvais à 500-600 € il y a 2 ans, il y a un engouement qui s'est fait sur ce modèle-là, ça va être compliqué à trouver. C'est l'effet Genta aussi, je pense, les gens qui sont à la recherche. Voilà, il y a l'effet Genta, mais par contre, on a un mouvement qui est exceptionnel. C'est vraiment top. Mais c'est d'ailleurs, j'ai eu un commentaire comme ça, donc dans la vidéo que j'avais pu faire sur la Baltic MR01, où quelqu'un disait effectivement que dans le vintage, il y a de très très belles montres aussi à voir, à découvrir avec micro-rotor notamment. Allez, je vais sortir un truc, tu vois, les haters ils vont se défouler sur moi. Pour moi, la Baltic MR01, c'est un petit peu ça. C'est un petit peu la Moonswatch en fait. C'est-à-dire que tu t'approches de quelque chose d'exceptionnel, mais à un prix... Oui, voilà, c'est par rapport au prix. On ne peut pas non plus avoir... Voilà, la MR01... Faut être conscient de ça, quoi. Tu ne seras peut-être pas d'accord avec moi, mais pour moi, c'est une montre que vous ne la transmettrez pas à vos enfants. Ça va être compliqué pour l'horloger de quartier à réparer, parce qu'il faut trouver les pièces. Et à part l'envoyer chez Baltic, ça va être compliqué à réviser. Par contre, elle fait le taf. C'est une super belle montre. Elle est très très bien finie. Elle est super chouette. Et après, si vous avez plus de budget, 3 fois le prix de la MR01, globalement, entre 3 et 10 fois si vous la voulez en or, prenez une Paul Router. C'est pas les mêmes budgets. Non, mais c'est ça, c'est une question de budget, mais au moins, d'un côté, c'est pas plus mal aussi que les marques fassent ce genre de produits. C'est parce bien, que ça permet aussi de pouvoir, des fois, approcher un rêve qu'on pourrait avoir, un Graal. Un Graal horloger, voilà, je fais un bilan. Un micro-rotor, moi, à l'heure d'aujourd'hui, j'en connais pas en dessous de 5 ou 6 000 € au moins. Ouais, franchement, il y a... Ouais. Si, tu as Yema. Yema, 3 000 €. 3 000 €, ouais. Cocorico, c'est français. Olivier Maury, j'en parlais en plus d'Olivier Maury dans la vidéo avec Thomas Baillot là, sur le tourbillon. Mais à part Yema, t'as une marque qui te vient à l'idée, en micro-rotor abordable en dessous de... franchement, non, je vois pas. Non, donc... Si vous savez... Faites-vous plaisir, en fait. Moi, je trouve que c'est ça qui est important dans notre passion, c'est... faut se faire plaisir, il ne faut pas chercher à savoir si on va gagner ou si on va perdre. Moi, ce que j'aime bien dans les vintage, c'est de se dire aussi, on restaure des choses. On peut acheter, si vous êtes très passionné, si vous en trouvez une qui est très abîmée à 200 €, vous la faites retaper, ça va coûter un petit peu de sous, mais vous faites aussi perdurer. C'est un patrimoine. C'est un patrimoine. On va pas parler d'écologie, mais d'un côté, c'est écologique. Quelque part, c'est écologique parce que c'est une montre qui peut fonctionner encore pendant des décennies, peut-être même des centaines d'années. J'allais dire centaines d'années. Parce que vous faites changer les huiles, vous faites changer les axes, vous faites changer le ressort. C'est des pièces d'usure. Il n'y a rien d'extraordinaire. Elle fonctionnera toujours. Ce qui est clairement pas le cas pour ça. Voilà. Mais une fois de plus, c'est pas les mêmes produits, c'est pas le même public, c'est pas le même délire. Il n'y a pas de mauvaise montre ou de bonne montre, c'est faites-vous plaisir. Voilà. Et toi, en l'occurrence, en tout cas, les trois, elles te plaisent. Enfin, tu les as choisies librement et par coup de cœur aussi. Par coup de cœur. Alors, celle-là, je l'aime bien parce qu'en fait, elle est autant aimée que décriée. Donc moi j'aime bien les choses qui sont un peu comme ça, acidulées, tu vois. T'as des gens qui vont adorer, d'autres qui vont pas aimer, et j'aime bien écouter les réactions. C'est pas insensible en fait. Voilà, j'aime bien écouter les réactions des gens. J'aime bien celui qui me dit pourquoi il l'aime pas, pourquoi il les déteste, c'est toujours intéressant. Celui qui l'aime, ça m'intéresse aussi. La seule chose que je peux dire, c'est que dans ma vie, je regrette 2 choses, de ne pas avoir inventé la capsule Nespresso et de ne pas avoir pensé à ça. Parce qu'en termes de marketing, c'est quand même du pur génie. Ah bah là, ils en ont vendu quand même plus d'1 million, quoi. C'est énorme. Ça coûte moins cher qu'une campagne de pub pour l'original, on va dire. Et en plus, non, c'est une super idée, c'est génial.
C'est un beau goodies, quoi, comme dirait Arnaud de Copain des montres. Mais ça, c'est la montre qu'on devrait offrir au fiston ou à la fille qui accompagne son papa pour l'achat de la vraie. On devrait faire des casquettes et des pins. Pour les jeunes filles, sans faire on va dire de marquage de couleur. Il y a quand même une qui est bleu ciel, il y a une qui est rose. Alors, ne me demandez plus les planètes à quoi ça correspond, mais il y a des couleurs assez sympas. Il y a le soleil qui est jaune. Il y a pour tout le monde. Celle-ci, en fait. c'est la Mercury. J'avais longtemps hésité entre la Mercury et la Moon, mais je préférais le côté anthracite du boîtier. La Mercury, par contre, je préfère le bracelet de la Moon qui, lui, est plus noir. Je ne m'interdis pas de me prendre le bracelet. 20 €, tu l'as dit. Ouais, bracelet Moon sur une Mercury, de toute façon, on s'en fiche un petit peu. Voilà, c'est des montres qui sont sympas. En termes de fiabilité, ce que je peux dire sur les vintage, franchement, les mouvements Omega, je crois qu'ils ont fait leur preuve. Hein. C'est top. C'est top. Ouais, niveau précision, en fait, tant que ça fonctionne. Si vous avez beaucoup de budget, que vous voulez vous faire plaisir, vous pouvez même les renvoyer directement chez Omega, Omega Museum. Ils vont vous les réviser avec des pièces réellement d'origine. Vous pouvez même demander en supplément, alors je ne pourrais pas vous dire le tarif précis, mais ça vous le trouverez facilement sur le site Omega. Ils vous font des extractions d'archives. Alors ça, il paraît que c'est plus actuel, enfin ils le font peut-être plus actuellement. Plus, hein. Non, suite alors connerie, suite au Omega Gate. Non, si j'ai bien suivi, c'est possible qu'ils refusent maintenant d'envoyer des extraits d'archives justement. Voilà. Est-ce que c'est pour juste un temps? Est-ce que c'est pour tout le temps? Je sais pas, mais voilà. Alors, faut savoir qu'il y a un marché gris, les pièces d'occasion en montre vintage qui est complètement délirant. Il y a des gens qui sont spécialisés pour vieillir artificiellement les cadrans, entre autres, à coup de radiation ou une chose comme ça. Alors sur ma vraie vintage, j'ai la chance ou la malchance d'avoir les aiguilles d'origine, donc ils sont en tritium. Ouais, mais je pense que c'est de la chance. Alors, pour moi. Inconvénient, c'est radioactif. Alors je vous rassure, un radioactif. Il y a une demi-vie de 12 ans, c'est bon, t'es tranquille maintenant. Si je fais un vol Paris-New York en avion, j'aurai plus de radiation dans mon corps que sur la montre. Le seul vrai risque, c'est pour l'horloger, quand il va la sortir, il ne faudrait pas qu'il inhale les particules de tritium qu'on puisse déposer ailleurs. La lume ne fonctionne quasiment plus, c'est-à-dire si vous la mettez sous un spot, ça va éclairer grièvement 3 secondes. Ouais, quelques secondes. Voilà. Mais ouais, pour retrouver des aiguilles comme ça en vintage, on en trouve. Les aiguilles elles sont en bon état, quoi. Ce serait dommage de les remplacer. Hein. Alors vous verrez sur les macros, elles sont plus parfaitement alignées, hein, les aiguilles des secondes chrono et minutes chrono, tout simplement parce que lorsqu'on les fait réviser, l'horloger va les déchasser et le fût qui rentre après au niveau de l'enchachage se déforme légèrement et c'est compliqué de les remettre de façon très très précise, parfaitement alignée. Mais une fois de plus, c'est une montre vintage, c'est pas une montre neuve. Hein. J'ai envie de dire, un humain, quand il a 60 ans, 70 ans, on ne peut pas lui demander non plus d'être nickel comme au premier jour. Par rapport à ta dernière vidéo, je trouve que je suis un peu vieilli, quoi. Ouais, toi aussi. Ouais, merde. Voilà. Ouais. Sympa le mec. Hein. Mais faites-vous plaisir, le vintage, il y a un tas de marques qui sont intéressantes. Il y a Tissot qui est largement sous-coté. Il y a Zenith dont on ne parle jamais. Non, Zenith, il paraît que c'est. Zenith, c'est dommage. Il y a des jolies pépites, quoi. Il y a des jolies pépites vintage, mais dont personne ne veut. La Respirator ou la JFK, qui sont vraiment très très sympas. Pour l'instant, profitez-en. Si vous êtes frustré parce que vous ne pouvez pas vous offrir la fameuse montre à la couronne parce que ça coûte un bras, ou l'Omega parce que ça coûte cher aussi, le vintage, c'est rempli de pépites. Et quand vous allez vous intéresser à vous allez faire des recherches, ça va vous amener sur un truc, sur un autre truc, sur un autre truc. Tu mets un petit doigt, tu es happé complètement. C'est ça. On continue, ça va comme ça, et puis on est entraîné, quoi. Même des Hamilton, et des Hamilton vintage qui sont très très sympas. Tout à l'heure, quand on préparait la vidéo, on a parlé de Bulova aussi, avec les fameuses Accutron. Ouais. Il y a un petit truc quand même que j'aimerais dire, c'est Omega maintenant, comme tout le monde sait, c'est groupe Swatch. Hamilton, c'est groupe Swatch. Tissot, c'est groupe Swatch. Moi, ce que j'appelle vintage, c'est avant l'ère Swatch quand même. Tu as des montres sous l'ère Swatch qui sont hyper intéressantes chez Omega, comme le coaxial. Je trouve que c'est vraiment une belle innovation horlogère. Oui, il y a des innovations, on ne peut pas. Il y a des belles innovations, mais pour moi, les vraies belles vintage, c'était avant que ça soit absorbé par le Swatch Group. Ouais.
Et chez Hamilton, comme je disais tout à l'heure, ils ont sorti des trucs de fou. Le mouvement micro-rotor, c'est des montres qui sont complètement sous-cotées et pas connues. Si vous arrivez à choper une pneumatique avec un mouvement Muren-Hamilton, c'est juste une petite pépite horlogère. C'est magnifique. Ouais, en fait, parfois, je pense qu'il faut quand même se faire plaisir avant de faire plaisir finalement au portefeuille côté investissement, en fait. Enfin, moi, j'ai l'impression qu'il y a les passionnés et les investisseurs. Voilà. En fait. Moi, j'ai un peu de mal avec le côté investissement, en fait. Pour moi, c'est une passion, ça doit marcher au coup de cœur, dénicher les petites pépites, mais pas parce qu'elles valent quelque chose, mais enfin, d'un point de vue financier, mais parce qu'elles valent quelque chose d'un point de vue historique, patrimonial, dans le sens le patrimoine de la marque. Que ça peut être aussi technologique. Hein, mais, après, tu as des innovations technologiques. Hein. Si je prends la Speedmaster 125e anniversaire, c'était le premier chronographe chronomètre. Premier certification COSC. Ouais. Donc ça, c'est pas négligeable. Après, avantage ou inconvénient du vintage, peut-être en inconvénient par rapport à la mode d'aujourd'hui, c'est qu'il est rare de trouver des montres avec un diamètre plus actuel, quoi. Comme aujourd'hui. Plus important. Alors, aujourd'hui, je trouve que c'est bien. J'ai l'impression qu'on est en train de faire du downsizing. Parce on est arrivé à un stade où c'était plus des montres, c'était des sous-tasses. Et on revient à des diamètres plus confortables. Je crois que Baltic, la MR01, c'est 38, non? Non, la MR01, c'est du 36. Même. 36 ouais. On revient sur du 36, du 38. Ouais, en fait, on dit souvent, de toute façon, la taille idéale, c'est quoi? 38, 39. Ouais, 39, moi je trouve que c'est bien. La Vulcain Skin Diver, c'est du 39. Non. Là, t'es du quoi, 38,5? 38,5, mais les cornes. C'est le problème, c'est le corne à corne. C'est ça. Ouais. Voilà. Corne à corne, donc c'est bien ici, ça c'est l'entrecorne. Souvent les gens confondent. Ouais. Et le corne à corne, ouais, il est important, mais quoique, faut l'avoir emporté, en fait, ça va, c'est pas choquant. Non, et puis il y en a qui vont être plus dérangés parce qu'il y a de l'espace entre le bracelet et puis la boîte. Enfin voilà, il y a plein de... Voilà. Après, la petite Genève, là, la dynamique, comme on est sur un boîtier elliptique, et c'est un peu pareil pour la tienne, forcément, on est sur des boîtiers qui se portent bien. Si on compare... Voilà. Tac. Donc ça reste... moi j'ai un poignet qui fait à peu près 18,5 selon la température et la pression atmosphérique. Ça se porte bien. Par contre, c'est vrai que si on prend une Paul Router ou une pneumatique de Hamilton... On est quoi, dans du 33, 34 ? Grand max 36, j'ai envie de dire. Grand max, hein, mais on sera plutôt sur 34. Donc sur les photos, ça paraît grand. Quand vous allez l'acheter, si c'est par correspondance, vous allez recevoir, vous allez faire « waouh, c'est petit ». Mais je vous assure qu'avec un beau bracelet, c'est super élégant. En fait, c'est des montres qui peuvent avoir un max de présence au poignet, en fait, juste parce qu'il y a quelque chose qui s'en émane, qui ressort, et ça suffit, en fait. C'est pas obligé d'avoir un gros truc. Voilà, ça suffit, et on peut avoir des mouvements hyper innovants. Chez Zenith, il y avait vraiment des super mouvements, et moi, je pense que ça vaut le coup d'investir dans la préservation du patrimoine horloger. Toujours avoir la dernière Tudor, Black Bay ou la dernière Rolex, machin. Ouais, c'est des très belles marques, c'est beau. Mais il y a tant de marques. Zenith, c'est complètement ce côté. Ou même toi, je vois Baume & Mercier, les gens n'en parlent pas. Alors non, pourtant, c'est des marques historiques qui ont fait aussi leurs preuves. Qui ont fait leurs preuves. Puis après, c'est pas grave, j'ai envie de dire, au moins, je vois pas tout le monde avec la même montre au poignet. Mais, au poignet, hein, c'est... mais en marque horlogère, il y a Movado aussi. Corum, il y a plein de pépites en fait. Énormément de choses, quoi. Énormément de choses. Il y a des marques qui ont disparu en fait, mais... en fait, aller là où les gens ne vont pas, tout simplement. Je trouve que c'est cool aussi de dire, tiens, je porte une montre, personne ne sait ce que c'est. Celle-là, avant... celle-là, par exemple, on a envie de savoir ce que c'est. On va peut-être, je sais pas, te demander alors c'est quoi, et puis ça va en découler une conversation. Alors moi, j'ai le cas souvent, celle-là, je la porte très très souvent. Et souvent, je vais dans les bijouteries, les magasins, parce que j'aime bien voir d'autres modèles. Et quand je tombe sur des horlogers qui ont un certain âge, tout de suite, si tu veux, ça leur rappelle leur début de carrière. Ouais, je l'ai vendu une époque, putain, c'est cool, vous la reportez. Mais les jeunes, maintenant, quand je vais dans un magasin, des vendeurs qui ont moins de 30 ans, ils ne connaissent pas. Ils connaissent pas, quoi. Ils trouvent ça vachement cool, en fait. Bah oui, parce que le design est cool, en fait. Le design est cool, ça revient un petit peu à la mode. C'est vrai que c'est un design qui est très très marqué. On a un cadran qui est métallisé, qui a
a plutôt bien vieilli, je trouve, aux affres du temps. Les aiguilles aussi. En bon état. Alors après, il y a des particularités techniques qui sont marrantes. Par exemple, sur ce type de mouvement, tu vois, le changement de date, tu pourrais dire, je vais tirer un cran de couronne, je vais tourner, je vais faire mon changement de date. Ben non, c'est pas du tout comme ça. Il faut tirer à fond la couronne, la repousser, et là, tu as ton saut de date. Ça, c'est des choses qui sont... Moi, je connaissais que sur Omega, en tout cas. Après, je pense qu'il y a peut-être d'autres marques qui doivent le faire, mais c'est vachement pratique. C'est vrai qu'aujourd'hui, on est habitué, on tire la couronne, on a un stop seconde, mais les montres vintage ne sont pas toutes comme ça. Les changements de date, c'est pareil, selon les marques. Je peux te dire que j'ai une Tissot, soit il faut que je passe la date en faisant vraiment à chaque fois tout le tour de cadran, ou la petite astuce, c'est que je fais le changement de date jusqu'à 3h du matin, je reviens en arrière jusqu'à 9h, je repasse, ça change la date, et ainsi de suite. Alors tu sais que ça, c'est une particularité que tu as toujours chez Nomos. La métro grande réserve que j'ai date, grande date, en fait pour changement de date. Et merde, on parle de Nomos encore. Désolé les gars, désolé, mais changement de date, c'était avant les mouvements pneumatiques update. En fait, ouais, tu fais du 10-3. Tu reviens à 10, tu repasses à 3 heures. C'est pas franchement ce qu'il y a de plus ergonomique. Alors c'est rigolo, c'est ce petit côté vintage. Ouais, c'est vrai. Ce petit côté vintage, voilà. Et après, oui, il y a d'autres choses que Nomos. Les marques, c'est pas ce qui manque. On parlera pas de Nomos en vintage du coup. Ça va être compliqué, une marque. C'est un peu jeune encore. C'est un peu jeune. Ça va bientôt venir finalement. Et après, quelqu'un qui nous écoute qui a 16 ans, 30 ans pour lui, c'est vintage. Bah, vintage, ça fait penser à 20, donc. Voilà, oui. Celle-là, elle a 50 ans, oui. Celle-là, a 50 ans, pour moi, c'est du vintage. La montre de ton grand-père aussi doit avoir au moins facilement... Ouais, années 60, 70. 70, ouais, donc on va dire entre 50 et 60 ans. C'est ça. Ça devient cool. Les montres, celle qui est électronique, qu'on parlait tout à l'heure. La Bulova Accutron. La Bulova Accutron, c'est quoi, années 60-70, pareil, fin 60. Ouais, voilà, je pense dans ces eaux-là, quoi, avec l'arrivée des montres électriques et tout. Électriques. Après, ce qui peut être sympa aussi, et là je trouve que c'est courageux parce qu'il faut trouver le bon horloger qui peut réviser, c'est de choper les premières montres quartz de qualité. Aujourd'hui, les montres quartz, c'est vrai que... Alors vulgairement, si je dis quartz, moi j'ai pensé à une marque qui commence par un D qui est suivie par un W, donc la montre... Je vois pas, Daniel Wellington. Ouais, d'une grosse merde. Non, rien fou pour tous les goûts, puis au moins ça vous donne envie de porter une montre. Bah, on doit leur reconnaître ça, ça donne envie. On reconnaît ça, mais bon, c'est des mouvements... mais il y a quartz et quartz, si on prend... c'est quoi, l'élégante de FP Journe par exemple, c'est un quartz. Ça, c'est magnifique. Grand Seiko fait du bon quartz aussi. Tout à fait. Cartier, on a des tanks, si je dis pas de bêtises, à quartz aussi. Tout à fait. Maintenant, il y a des quartz vintage qui sont, je pense, intéressants. On va parler d'une marque que tout le monde aime beaucoup, a priori, Rolex, avec l'Oyster Quartz. Pareil, c'est un boîtier qui est très typé, un peu à la Gérald Genta, j'ai envie de dire. Bracelet intégré. Bracelet intégré, sport. Je pense que ça, ce sont des pièces, ça vaut le coup de se pencher dessus, même si elles ont déjà pris une belle... Ouais, mais elles restent encore un petit peu en dessous. Mais moi, ce qui me fait peur, en fait, c'est clairement la réparabilité, en fait. C'est ça qui... Bah là, faut avoir les bonnes adresses, je pense. Ouais. Mais tu as les Omega 300 Hz, tu as toute une série d'Omega avec des mouvements quartz qui sont hyper intéressants. Tu as Bulova, je sais qu'il y a un spécialiste en Suisse qui fait la rénovation, on trouve facilement son lien sur Instagram. Le mec, c'est un horloger, il fait que des mouvements de ce type-là. Il y a aussi de la chose dans le quartz qui sont intéressantes, je trouve. Oui, c'est pas forcément à bannir en fait le quartz. Le quartz ne veut pas non plus dire de mauvaise qualité ou montre sans intérêt, mais tout comme il y a des mauvais mouvements aussi mécaniques finalement. Tout à fait. La qualité, il y a de la bonne et de la mauvaise, peu importe finalement le type de mouvement. Donc, plus important, c'est de savoir ce qu'on achète. Là, on va reparler de la Swatch, l'Omega Swatch. Faut savoir on l'a dit tout à l'heure au tout début, c'est pas une montre qu'on va léguer. Et pour avoir pas mal de Swatch dans ma collection, toi t'en as eu aussi, c'est des montres qui au bout d'un moment de toute façon ne fonctionnent plus. Ouais, puis ce qui est frustrant, c'est qu'elles sont pas réparables en fait, donc c'est double peine en fait. Elles fonctionnent plus, on peut pas les réparer, du coup qu'est-ce qu'on peut faire Voilà, là j'ai posé la question quand je l'ai acheté, si elle tombe en panne, est-ce que vous me redonnez le même modèle? Elle me dira, on essaiera de faire en sorte de vous donner le même modèle, mais on vous le garantit pas. Peut-être que je repartirai avec une Moon ou une Sun ou une Pluton. Après, l'avantage, si elle tombe en panne, c'est qu'elle donne l'heure exacte au moins 2 fois par jour. Franck, si tu nous écoutes, c'est Charles avec un S. Et Maxime avec un V.
Donc on te l'enverra, Franck. Ça, tu auras une montre qui donnera l'heure 2 fois par jour, avec un peu de chance, si tu en as un certain nombre. Si tu les mets toutes sur ton plateau, tu en auras forcément une qui donne l'heure. Il en faudrait beaucoup. Il en faudrait beaucoup, voilà. C'est tout ce que j'ai envie de dire aujourd'hui. C'est montre vintage, moi je pense que ça vaut le coup de se pencher dessus. C'est intéressant. C'est ce que tu as fait du coup avec ces Omega là en fait, parce que tu t'es dit voilà, j'aime bien Omega, c'est une marque qui me parle, mais est-ce que tu as eu envie aussi peut-être justement d'avoir quelque chose, de pas faire comme tout le monde et d'avoir des modèles un petit peu différents? C'est tout à fait ça, parce que la Speedmaster, je dirais que c'est un peu la même maladie que chez Rolex avec la Perpetual ou la Date. Tout le monde la porte. Alors ouais, c'est une super montre, ouais, c'est super fiable, mais si on est tous habillés qu'un jean 501, une paire de Converse, un t-shirt blanc et une Rolex, tous être pareil, quoi. On est en prison, quoi. On a tous le même truc. C'est un uniforme, c'est plus personnel. Et comme je disais ça là au début, moi, ce qui m'a plu à moi, c'est ce cadran qui est différent des autres Speed. Alors je sais que les ayatollahs de la Speed vont me dire ouais, mais c'est pas une vraie Speed c'est pas automatique, une vraie Speed c'est 3 sous-compteurs, il n'y a pas de date. Qui a décidé finalement de ce qu'était une vraie Speed, j'ai envie de dire, c'est écrit Speedmaster professionnel dessus, non? Donc, ouais, moi je pense qu'elle a tout à fait sa place dans une collection. Idéalement, j'aimerais avoir la Mark II, la Mark III, la Mark 3.5, la Mark 4.5, la 125. Et puis après, ce qui est rigolo, c'est que quand elles ont été envoyées une certaine date en révision chez Omega te changeait sans prévenir ton cadran. Tu avais un cadran qui était avec des petites notes bleues. Le H2 du coup. Ouais, le H2, le cadran H2. Donc il y a plein de petites particularités qui font que ce sont à savoir. Certaines sont appelées Jedi à cause de la couleur des aiguilles. Finalement, c'est comme dans les autres marques, il y a toujours des petits sobriquets pour chaque modèle et tout. Ouais, et puis à l'époque, quand ils faisaient une série de montres, donc ils dessinaient un nouveau boîtier, forcément, un nouveau cadran, mais au début, quand ils les lançaient, ils avaient du stock sur des pièces, ils prenaient le stock de la série d'avant. C'est ce qui fait qu'on se retrouve avec des transitions entre 2 numéros de série qui sont... c'est compliqué de s'en sortir des fois d'ailleurs, je pense, de comprendre tout ça. Chose où je vais insister, c'est faites gaffe à ce que vous achetez, parce qu'il y a beaucoup de margoulins qui prennent une pièce A avec une pièce B, c'est là-dessus il faut faire gaffe. Donc voilà. Ouais, même sur des speeds en fait qui sont pas la speed classique en fait qu'on a l'habitude de voir, quoi. C'est un peu dommage. C'est pareil chez Rolex, c'est pareil dans toutes les marques. Même pire, même pire. Mais c'est aussi, je pense, ce qui freine pas mal de personnes à s'intéresser au vintage ou en tout cas à franchir le pas pour des montres comme ça en fait. Si c'est une montre à 100, 200 ou allez moins de 1000 €, je pense que ça va, mais c'est vrai, dès qu'on touche à des modèles un peu plus cultes, plus particuliers, en fait, à mon avis, là, c'est là qu'il faut faire attention, quoi. Faire attention, Moi, je vous conseille quand même de les acheter révisés par un vrai horloger. Au moins, vous êtes sûr qu'elle va fonctionner. Puis il y a souvent une garantie en plus avec. Il y a une garantie avec. Alors l'étanchéité, ce sont ces vidus sur des montres anciennes. Ouais, vintage, vaut mieux pas risquer. Je vous déconseille. Alors sur les Speedmaster, de toute façon, c'est encore plus simple. Elles n'étaient pas à la base, elles ne le sont toujours pas lors d'aujourd'hui sur les productions récentes. Donc c'est franchement pas conçu ni pour se laver les mains, ni pour prendre la pluie. Finalement, autant que la Moonswatch. Ouais, si ce n'est que la Moonswatch... elles sont données pour autant en théorie. Autant en théorie, ouais. Voilà. Sauf que entre flinguer une montre à 250 € et une pièce à plusieurs milliers d'euros, le choix est vite fait. Le choix est vite fait. La question est vite répondue. De toute façon, sur les chronos, j'ai envie de dire, du moment que les boutons poussoirs ne sont pas vissés... Vaut mieux pas s'y risquer. Vaut mieux pas, et même s'ils sont vissés, j'ai envie de dire, est-ce qu'on a besoin de chronométrer ces plongées? Achetez-vous une G-Shock. Achetez-vous une plongeuse en fait déjà. Une plongeuse, une G-Shock, une Apple Watch, n'importe quoi, mais un truc qui est conçu pour aller sous la flotte sans encombre. Ce serait trop bête en fait. Puis, si jamais vous êtes plongé en mer avec une montre qui est étanche, n'oubliez pas de la rincer à l'eau douce sortie. Toujours, toujours rincer sa montre et son bracelet. Éviter les... Pas de l'eau trop chaude non plus parce que ça risque aussi d'abîmer les joints. Ça c'est une chose qu'on a tendance à pas savoir. Et le savon aussi, bien rincé parce que ça peut... Des fois, ça peut être agressif, ça peut attaquer les joints. Faites réviser vos montres une fois par an pour étanchéité. Enfin, au moins faire contrôler l'étanchéité une fois par an chez un horloger digne de ce nom. Bon, après, je sais pas. Je suis pas sûr qu'on le fasse ça en général, mais... Non, personne ne le fait. Je donne juste les bons conseils. Après, c'est ça. Oui, il y a la partie théorique et la partie pratique. Faites ce que je vous dis, pas ce que je fais en fait.
Voilà les amis, écoutez... Voilà, j'espère que ça vous a plu, hein, parce qu'en tout cas c'était sympa que tu nous parles de tes montres Omega en tout cas. Ouais, c'est quand même une marque importante, quoi. C'est une marque qui est facile à trouver surtout, ils ont beaucoup de produits, donc vous allez pouvoir vous faire plaisir à des budgets raisonnables en retrouvant des pièces, parce que c'est bien beau d'acheter des montres, mais après l'horloger il pourra toujours vous fabriquer des pièces. Hein. Un vrai horloger, un pignon qui est abîmé, n'importe quoi qui est abîmé, il peut le reconstruire. Après, le problème, c'est qu'est-ce que je suis prêt à investir dedans pour la remettre en état. C'est tout simplement la même question, toujours le même problème. Voilà, ça a un coût. Mais le prix s'oublie et la qualité reste, on dit. Exactement. Et chez Omega, l'avantage, c'est qu'aujourd'hui, c'est pas comme chez Rolex, n'importe quel horloger peut commander la pièce chez Omega. Omega l'envoie. Alors ça prend un petit peu de temps, mais on retrouve les rouages, on retrouve les pignons, on retrouve les axes, la pierrerie, on retrouve tout en fait. Ça, c'est cool. Ce qui est un peu plus compliqué à retrouver, c'est les vrais verres Omega d'origine, donc avec le petit Omega qui est gravé au centre. C'est son seul défaut sur celle-ci. Elle n'a pas le cadran. C'est pas le plexi d'origine. Non, c'est pas le plexi d'origine. J'en trouve encore en vintage sur eBay. Je ne m'interdis pas de me l'offrir un jour, de faire poser par un horloger. Mais ça devient compliqué en fait à trouver. C'est comme les couronnes d'ormontoir. Retrouver les couronnes d'origine, ça devient... Ça me fait penser à Matissos. C'est pour ça que j'en parle aussi, ça devient compliqué. Alors on trouve des couronnes génériques qui vont pouvoir se monter dessus, esthétiquement ça va aller. Mais c'est pas pareil. Enfin moi je trouve que la montre est pas complète en fait, il manque quelque chose. Voilà, c'est comme si elle était amputée d'un truc. Tu vois, c'est un petit peu l'avantage de la vintage aussi. C'est un petit peu ce côté chasse au trésor, tu vois. Alors au début tu vas être content, tu vas dire ouais mais c'est pas grave, ça n'a pas la couronne vert d'origine, puis au bout d'un moment tu vas te dire ouais mais ça m'agace un peu. Donc tu vas commencer à chercher, tu vas discuter avec des gens, tu vas discuter avec des horlogers. Tu vas te planter aussi des fois. Tu vas te planter, mais c'est pas grave, il n'y a pas mort d'homme, c'est des montres, faites-vous plaisir. C'est ça. Mais voilà, je pense que c'était intéressant en tout cas de parler de ces montres-là parce que franchement... à ma connaissance, j'ai pas vu de vidéo, en tout cas française, sur la dynamique et puis sur la Mark IV en fait. Donc, la dynamique, elle a existé aussi en 2 diamètres. Là, on a la version, on va dire, grande taille, on va dire homme entre guillemets, même si je n'ai pas forcément envie de genrer ou de sexer grande taille. Grande taille, mais elle existe également en taille un peu plus petite, on va dire plus féminin. Elle existe sans date, elle existe avec date et jour date. Donc il y a plusieurs variantes de cadran. Des couleurs aussi peut-être, non? Ouais. Du cadran noir, cadran noir. Sortes, ouais. Donc franchement, il y a moyen de se trouver un cadran qui correspondra bien à votre personnalité. Là, je sais que Seiko ressort un modèle un petit peu vintage. Années 70. Années 70. Très sympa. Et on trouve des cadrans aussi chez Omega Dynamic qui ressemblent un petit peu à ça. Voilà. Ouais, mais c'est aussi ça qui fait qu'on arrive à dater un petit peu la montre, savoir de quand elle a été produite et puis quel courant artistique était jusqu'alors répandu, j'ai envie de dire. Tu me feras penser, Maxime, à t'envoyer des photos du mouvement parce que je les ai et franchement, je mettrai ça dans la vidéo. Les finitions du mouvement alors sont pas aussi flatteuses à l'œil, j'ai envie de dire, que la MR01 par exemple de chez Batik qui est très travailleuse, ou chez Nomos avec des vrais codes de Genève, etc. Mais pour une finition de montre industrielle, entre guillemets, c'est franchement super beau, super propre. Puis quand tu en demandes à un horloger ce qu'il pense de la mécanique qui est dedans, mais il te dit mais c'est un régal quoi. D'abord c'est un régal pour eux à démonter, à réviser. En termes de précision, alors à l'époque on n'était pas sur du COS comme on parle maintenant, ou du METAS ou autre, mais quand elles sont bien réglées, l'une comme l'autre, t'es COS, largement même au-dessus. Ouais, mais finalement c'est une histoire de réglage en fait. C'est un horloger qui prend le temps de bien régler, je pense qu'il peut y arriver quoi. Exactement, j'ai envie de dire le NH35 de chez Seiko, tu vois, dans la Krone, quand tu as un horloger derrière qui sait travailler, qui prend le temps de la régler, c'est très très bon. Bien sûr, il n'y a pas besoin que ce soit écrit COSC pour être sûr. Il ne faut pas vous attarder à du COSC ou du METAS ou du Poinçon de Vipère, ou je suis en train de chercher d'autres noms de certification, ou superlative Chronomaster comme tu as chez Chronometer chez Rolex. En général, bien réglé, on arrive à du -5+5 assez
Oui, voilà. Le tout, c'est d'être dans une fourchette assez cohérente, assez raisonnable. Puis après, si vous voulez du super précis en termes de précision, vous achetez une Apple Watch ou un Quartz. Une Quartz, et puis ou une grande Seiko. Après, moi, je suis pas du genre non plus à porter des montres en me disant que de toute façon, je veux avoir l'heure la plus juste possible. Forcément, c'est agréable si la fiabilité, si la précision est là. Mais bon, on a tous un téléphone qui donne l'heure. L'autre fois, j'ai rencontré dans une boutique horlogère un passionné de montres, comme nous deux, qui portait une montre. Il me dit, je ne l'aimais même pas à l'heure. Je l'aimais parce que j'aime l'objet, j'aime le cadran, j'aime les aiguilles, je m'en fous si elle n'est pas à l'heure. Non, mais ça peut se comprendre après. Elle fonctionne, tu vois, elle marche bien. Il dit, je ne la mets pas à l'heure. Ce matin, c'est un bijou, quoi. C'est un bijou, elle raconte une histoire, elle raconte quelque chose. Alors, j'ai pas la boîte d'origine, j'ai pas ce papier d'origine. Si vous voulez trouver, c'est en full Moi, set. franchement, je trouve ça, c'est tellement con. En full set, pourquoi pas, mais se dire, tiens... ça doit pas être un argument d'achat. En fait. C'est pas un argument, la personne qui l'a eu avant moi a vécu des choses avec. Donc elle a déjà une histoire, moi je lui rajoute mon histoire à moi, et peut-être qu'un autre jour, ce sera une autre personne qui rajoutera son histoire dessus. Je trouve ça sympa. On a bien l'esprit du temps. C'est un objet de transmission, quoi. Ouais, on est dans le temps, tu vois. Ouais. Globalement, si on trouve les pièces, dans 300 ans, elle fonctionnera toujours. C'est de la mécanique. C'est de la mécanique. Alors oui, il y aurait de l'usure, ça c'est sûr, mais si ça a été créé, usiné, ça peut être refait, quoi. L'usure, j'en parle des fois des horlogers, il ne faut pas croire, des montres comme ça, des fois, elles ont 25 ans, enfin 40 ans, 50 ans, elles n'ont jamais été révisées. Parce que ça tourne toujours, quoi. Mais après, ça dépend comment ça a été utilisé aussi, quoi. Elles tournent toujours. Alors après, bon, moi je vous conseille de faire réviser au moins tous les 10 ans. Pourquoi ? Parce que les huiles sèchent et elle va fonctionner, mais ça va user prématurément. Il y aura de la limaille dans le mouvement, ça use les pièces, en fait, tout simplement. Non, et puis en général, quand on est collectionneur, on a plusieurs montres, donc on ne va pas porter non plus la montre tout le temps, ce qui fait qu'elle va aussi s'user moins vite. Donc on peut repousser un peu les échéances de révision du coup, mais il faut quand même, tu parlais des huiles, c'est quelque chose qui mérite d'être quand même vérifié de temps en temps. Moi sur ce type de montre, donc que ce soit la Genève ou la Speedmaster, les deux sont automatiques. Je vous déconseille quand même de les mettre sur un remontoir. Ouais, ça c'est important. J'en parlais il n'y a pas longtemps dans un commentaire et les remontoirs, il y a à boire et à manger, quoi. On a vite fait de flinguer une montre en fait avec, je pense aussi. Moi j'en ai flingué une à titre perso. L'horloger m'a clairement dit, vous la mettez sur un remontoir. Ça l'a usé prématurément. C'est pas comme importer une montre. Pourtant j'avais acheté un truc assez haut de gamme. Tu vois, tu peux régler le nombre d'alternances par jour. On m'a dit, si vraiment un jour vous avez un QP qui est compliqué à régler, ça peut être utile. Ça peut être utile, mais il me dit sur des montres assez simples, ça les use énormément. Parce qu'elle fonctionne non-stop, la partie remontage fonctionne non-stop, quoi. C'est pas comme il y a une Richard Mille, il me semble, qui a le rotor en fait, il se met automatiquement en position pour ne plus remonter la montre, pour ne plus l'user du coup prématurément. Mais bon, là c'est dans des montres. Alors celle-ci, pourtant, chères, tu vois, on l'entend, hein, la bride quand elle se relâche dans le barillet. En fait, on a un ressort dans un barillet. Et donc il se remonte, et en fin de compte, il y a une forme géométrique particulière sur le ressort. On appelle ça une bride. Et on l'entend quand il est remonté à fond, on sent qu'il se relâche pour pas se remonter. Certaines montres automatiques, quand on les remonte, si on prête vraiment l'oreille... Tu as un petit bruit qui te dit, tiens... Ça y est, on est arrivé en bout de course. Voilà, et malgré tout, le rotor tourne encore, et les pignons qui sont dessous, qui remontent au barillet, tournent encore, et c'est ça qui s'use en fait prématurément. Donc les remontoirs, c'est joli, c'est beau. Moi, sur des montres vintage, Même moderne, en fait, j'ai envie de dire. Faut pas en abuser, quoi. Après, j'ai envie de dire, une montre moderne, si tu prends une Tudor, c'est garanti 5 ans. Oui. Mais faire attention, en tout cas. Sincèrement, le matin, quand vous prenez votre montre, prendre le temps de la remonter. Moi, je trouve, j'adore, hein, ça crée un lien, j'ai jamais eu de problème avec ça. Tu vois, celle-là, tu la remontes,
certaines résistances. Je vais prendre celle-là, ça va être encore une résistance différente. La Nomos, ça va être encore ultra différent. Et si je prends ton chrono, ça va être encore complètement différent. Ouais, et puis quand tu le fais, en plus, tu te rends compte que ça t'arrive avec une de tes montres, de la remonter et de sentir que là, il y avait un truc qui allait pas, quoi. Toi, j'ai envie de dire, c'est un peu comme des chaussures. Toi, tu prends plaisir à les cirer aussi. Quand tu as une belle paire de chaussures en cuir, tu veux les entretenir, une montre, c'est pareil. Tu prends le temps de la remonter, la remettre à l'heure, la remettre à date. Ça fait partie en tout cas de mon plaisir à moi, comme de changer ces bracelets. Je crois que toi, comme moi, on aime bien changer on aime bien changer nos bracelets de montre parce que... on joue à la Barbie avec les montres, quoi. Voilà, c'est un peu ça. En fait, ça peut changer complètement le message de la montre, en fait. Et puis il y a des montres qui sont vraiment faites pour accueillir n'importe quel bracelet et leur donner... Je vois la tienne, celle que tu portes avec un bracelet comme ça, type racing. C'est un chronographe, bracelet type racing, pour le coup, ça lui va bien. Puis il y a du rouge, sur le cadran, on a l'aiguille du chrono qui est rouge, on a des petits rappels un peu partout. C'est comme ça aussi qu'on peut jouer avec les montres. Donc, moi je trouve ça super cool. C'est un moyen de revivre vos montres. Écoutez les amis. Je crois qu'on a fait le tour, là on a un peu dévié un peu partout. Bon, à la base, le thème c'était quand même Omega, et puis les trois Omega qu'on a là. Vous comprendrez que c'était difficile de rester dans le droit chemin, mais je pense que vous nous direz si ça vous a plu, et si vous voulez qu'on refasse un peu ce genre de format de temps en temps. On passe le bonjour aussi à Parlons Montre, du coup, Aurél, Jérém. On s'est pas trop inspiré, mais bon. Voilà, Franck Sensé, Dialysous, notre ami, les frangins suisses. Notre ami chez Moonswatch, Julien de Remontre, Corentin, Lionel avec tes magnifiques montres que tu nous fais toujours découvrir. Les micro-marques. On en a oublié, je pense. Mais excusez-nous, Joao, bien évidemment aussi. Allez le soutenir parce qu'il est quand même très courageux de faire il lance sa marque de montre. Il lance sa marque. HoloSense. Il y a aussi nos amis Aurel qui il lance aussi sa propre marque. Il en parle moyennement, mais Balmont. Il lance quand même sa marque. Moi, je trouve que c'est très très courageux de soutenir comme ça des jeunes entrepreneurs qui mouillent la chemise et peut-être même le slip en produisant parce que produire une montre, je pense que c'est compliqué de faire des compromis. C'est ce qu'expliquait Joao, trouver les bons compromis pour sortir un produit que les gens puissent s'offrir. Tout en mettant la qualité et qui apporte autre chose que ce que le marché offre. Pas évident. C'est pas évident. Peut-être qu'un jour on fera une montre en collab, Max, qu'est-ce que tu en penses? On verra, pourquoi pas, avec Nomos par exemple. Ouais. On verra ça. On fera la Nomos. Allez les amis, ciao. Allez, portez-vous bien, on se donne rendez-vous dans une prochaine vidéo et puis hydratez-vous. Salut.